La parole en politique, si on écrit dans un journal que vous avez dit et que vous ne l'avez pas dit, ça ne vous engage pas? Bon, si on écrit dans un journal que j'ai dit, alors que je n'ai pas dit, j'apprécie l'impact. Il y a le mensonge. Le mensonge n'existe pas aujourd'hui. Ils ont donc mais si le mensonge... Et ils ont démenti. Si le mensonge... Alors, attends. Oui. Si le mensonge est sans impact, je peux négliger. Mais si le mensonge m'attribue une responsabilité fondamentale dans le délitement du pays... Je ne sais pas si c'est un mensonge. Tout ce que je sais... C'est toi qui dis. Non, ce que je sais, c'est que le MRC et son président ne se reconnaissent pas. Le MRC n'a pas à se reconnaître. Dans ce document, son président... Tu reconnais des choses que tu n'as pas. Ils ne se reconnaissent pas dans ce document. Ma question était la suivante. Le MRC. Moi, le MRC n'a rien à dire. L'histoire de la candidature... Celui qui a quelque chose à dire dans cette affaire, c'est celui dont le nom est apparu dans une motion de soutien. Il a démenti. À responsabilité essentielle. Et il a complètement évacué. Peu importe. D'accord. L'histoire n'a pas changé. D'accord. C'est comme si un nazi venait dire que lui n'était pas avec Hitler. L'histoire ne retient pas ce fait. Bon, l'histoire retient Alors, ce la fait. question... Ce que l'histoire retiendra aussi, c'est la verve d'Abel Elimbi Lobé, ce pasteur sans chair, ce prédicateur politique qui, Bible en main, sermonne l'opposition camerounaise comme un berger fatigué de voir ses brebis errer sans direction. La présidentielle approche et avec elle, la cacophonie des alliances fragiles. Maurice Kamto et Jean-Michel Netieu ont décidé d'unir leurs forces, leurs voix sous l'APC. La formule miracle pour beaucoup, mais le pasteur Elimbi Lobé les regarde et secoue la tête. La maison bâtie sur le sable s'effondrera au premier orage, semble-t-il murmurer face à Dipita Tongo. L'émission s'entretient avec sur STV. Et l'orage approche déjà, des dissensions internes rongent ce bloc naissant, nous fait savoir Abel Elimbi Lobé. Déjà, les rivalités d'ego prennent le pas sur l'objectif commun, car l'histoire est un témoin fidèle. Au Cameroun, les alliances sans fondation solide finissent toujours par se briser sur l'autel des ambitions personnelles. L'APC, au lieu d'être une arche de salut, ressemble à une barque percée qui prend l'eau avant même d'atteindre le large. On écoute Abel Elimbi Lobé. Monsieur Nietzsche sort, il dit, et monsieur Kamto, c'est lui qui parle, parce que Nietzsche, c'est pas quelqu'un qui parle même. Oh, je suis avec Nietzsche, donc Nietzsche peut m'investir. Il ne dit pas que cela, hein. Il dit que lui-même il a des élus dans son parti, le MRC. Donc ça ne l'exclut pas. Oui, c'est donc qui? Moi je viens donc, il a donc des élus, très bien. Le jour du contentieux, le jour d'abord, le jour du dépôt des dossiers, le conseil électoral, c'est lui qui établit la liste. Non? Voici la liste que lui, là. Il regarde, est-ce que le MRC est dedans? Non. Il ne discute pas avec vous. Il met la candidature de côté. Vous irez au conseil constitutionnel. Ce n'est pas M. Kamto qui décide au conseil constitutionnel. Il n'a aucune capacité à impressionner le conseil constitutionnel. Nietzsche non plus. Donc quand ils vont arriver au conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel va demander à l'Assemblée nationale. Il y a un parti là-bas qu'on appelle le FCC. On va lui dire non. Terminé. Il va demander au MINAT. Il y a un parti qui a des élus. Vous payez l'argent à un parti qu'on appelle FCC. Non. On prend le dossier, on met de côté. Le reste là, c'est la menace de venir faire du bruit dehors. Qu'il ne va pas faire. Il ne fera aucun bruit. Il n'est même pas structuré. Quand on n'est même pas structuré... non, on ne va pas traverser là. Non, j'en ai assez parce que je vois comment... Attends, je vois comment... Oui, j'en ai assez parce que je vois comment... Non, je vois comment... Nous qui avons fait du bruit, nous qui avons reçu des coups, nous à qui on a versé de l'eau sale, des gaz lacrymogènes, c'est comme si notre sacrifice a été vain. Il a fait la prison, hein? Il n'a pas fait la prison. Ça, ce n'est pas la prison. Comment ça? Non. Abel. Ça, ce n'est pas la prison. Abel, non, il a fait la prison. Je vais te dire pourquoi ce n'est pas la prison. Non, ne l'expliquez pas. Non, les prisons politiques que nous, on a fait. Le Cameroun s'est modernisé
dans la gestion de ces détenus. C'est pour ça que je dis que... On ne peut pas lui enlever ça. Jésus ne meurt pas deux fois. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Abel, vous faites partie des personnes qui évoquent l'âge avancé du président pour le demander. Autrement dit, il n'y a pas de miracle possible pour l'APC. Les erreurs d'hier, si elles sont répétées, mèneront aux mêmes échecs. Pendant que l'APC tangue, selon Abel Elimbi-Lobert, un autre mouvement tente de s'imposer, l'Alliance pour la transition politique ATP d'Olivier Billet. À ses côtés, d'autres pasteurs de la démocratie prêchent chacun leur vision du salut. Célestin Djamène, avec son parti à part, ancien cadre du MRC reconverti en fervent opposant à son ex-parti. Djekam Tchameni, vétéran de la lutte politique, et bien d'autres figures encore. Mais le président de Kautal observe cette énième tentative et esquive un sourire teinté de scepticisme. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. L'APC, comme tant d'autres structures avant elle, souffre de la maladie chronique de l'opposition. Trop de généraux, pas assez de soldats, trop de doctrines, pas assez de fidèles. L'opposition camerounaise est comme une assemblée où chacun veut être le grand prophète, où personne ne veut être simple disciple. L'ATP a beau se revendiquer force de transition, elle semble déjà piégée par son manque de cohésion. Pour Elimbi-Lobert comme l'APC, elle porte en elle-même les germes de son propre effondrement. On l'écoute une fois de plus. Voilà donc une alliance ATP qui se forme. Par qui? Djamène, président de la part. Olivier Billet, président des Libérateurs. Djekam Tchameni, qui n'est même pas au Cameroun. Qui d'autre? Zana, qui est un parti qui n'existe que dans les réseaux sociaux. Et qui d'autre? Mignem, etc. Voilà des gens. La question de l'alliance pour battre le RDPC n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé ça en 2017. Personne ne m'a écouté. Personne. Nous sommes battus, laminés. Maintenant, c'est tout le monde qui se lève pour parler alliance. Pour que, sous le prétexte des alliances, on retourne à la situation de départ. La situation de départ, c'est la prolifération des candidatures. Que ce soit des candidatures des alliances ou que ce soit des candidatures solitaires. D'accord. Maintenant, on veut nous servir 36 000 alliances. La finalité de ces 36 000 alliances, ça sera 36 000 candidats. 36 000 candidats des alliances. Pour donner la dispersion du vote contestataire. Donc, toutes ces alliances-là, les gens qui les font ont d'autres mobiles. Pour la simple raison que, je prends l'ATP. Voilà un ensemble d'individus qui dirigent tous des partis qui ne peuvent pas investir. Monsieur Olivier Billet n'a aucun élu. Son parti, les Libérateurs, n'a été dans aucune élection. Son parti, les Libérateurs, s'appelait avant UFP. Et sous forme de UFP, il a été à des élections où lui-même n'a jamais gagné une élection dans le Rognon, qui est son département, sa circonscription d'origine. Il n'a jamais gagné une élection. C'est lui qui veut diriger une alliance. Monsieur Dipita, si on doit se mettre derrière toi, c'est parce que tu sais plus que nous. Si on doit se mettre derrière toi pour faire un travail, on ne va pas prendre le plus cancre d'entre nous pour nous guider. Bon, vous prenez donc des partis qui n'ont jamais été aux élections. C'est eux qui veulent faire une alliance. Ils sont les plus cancres. Non, je parlais de la métaphore. Maintenant, je reviens sur le chien. Je n'utilise pas pour eux le mot cancre. Je dis ils sont les plus petits partis. À part être un parti qui est grand, il veut présenter une candidature. Parce que la mode est devenue d'aller se faire transporter par un autre parti. Vous êtes donc 10 à vouloir faire une alliance. Aucun d'entre vous n'a la capacité à être investi. Chacun d'entre vous veut qu'on le choisisse
Et quand on l'aura choisi, il va aller chercher un parti qui va le transporter pour l'amener, pour lui donner l'investiture. D'accord. Vous voyez que cette démarche-là porte en elle-même les germes de son échec. Un conglomérat de petits partis sans élus. Il décide de faire une alliance. Pourquoi? Pour que les partis qui ont les élus viennent les trouver. Restons humains. Demandons ce qui est faisable. Si je dois m'associer, je m'associe avec le fort. Je ne m'associe pas avec le faible. Parce que c'est le fort qui doit me tirer pour que moi aussi, je gagne quelque chose, je deviens fort. D'accord. Alors, pendant que vous allez donc faire votre alliance ATP des faibles, qui n'ont aucun élu, dont la quasi-totalité des membres n'ont jamais été à une élection, j'ajoute que quand vous demandez à ces gens-là que quels sont les partis qui sont dans votre affaire d'ATP, ils ne sont pas capables de vous dire. Ils n'ont pas l'honnêteté de dire nous avons celui-ci, nous avons ce parti, nous avons ce parti. En un mot, pour revenir à... Ils vous disent souvent que nous sommes très nombreux. Trop nombreux, trop de partis, trop d'initiatives, trop de voix dissonantes, loin de renforcer l'opposition. Cette profusion la fragilise. Et c'est dans cette cacophonie-là que s'immisce une autre illusion, celle de la candidature unique. À chaque élection, l'opposition entonne le même somme. Unis, nous vaincrons. Mais dans l'intimité des coulisses, la prière se transforme en monologue égoïste. Chacun rêve de porter la couronne. Chacun espère secrètement être l'élu du peuple. L'ancien du SDF, lui, connaît la chanson. Il a vu défiler les appels à l'unité qui ne sont, au fond, que des masques posés sur des ambitions individuelles. Il sait que beaucoup de ceux-là qui parlent de la candidature unique n'y croient pas du tout. Eux-mêmes, ils prêchent l'unité en public et conspirent en privé. L'unité politique comme la foi ne peut être feinte, elle doit être vécue, incarnée, traduite en actes concrets. Mais au Cameroun, elle n'est bien souvent qu'un slogan de campagne, un refrain entonné par des opposants qui, au final, se battent plus entre eux qu'ils ne combattent le régime en place. Pendant que l'opposition débat de son unité introuvable, le pouvoir lui reste inébranlable. Le pasteur Abel Elimilobé, du haut de sa chair improvisée, interpelle encore ses frères de l'opposition. Pourquoi cherchez-vous l'unité dans les paroles alors qu'elle doit se construire dans les actes? On l'écoute. Qui parle de candidature unique? Ah d'accord. Une fois de plus, les gens qui ont du mal, vous savez, Edipita, tout le monde n'a pas le don du rassemblement. D'accord. Comprenez? Il y a des gens, s'ils viennent dans ce quartier, avant 2 mois, il va créer une association pour balayer. Laissez candidature unique, parlons d'une candidature de large consensus. Oui, non, c'est important d'insister là-dessus. Okay. Parce que ceux qui évoquent la candidature unique, ils n'évoquent pas ça pour rien. Ils font un détournement de langage. Parce qu'ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas une candidature, ils ne veulent pas une stratégie, une démarche dans laquelle ils courent le risque de ne pas être celui vers qui les forces vont converger. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui entrent en compétition. Cette compétition nous nuit à nous tous. Mais il y en a qui estiment qu'il vaut mieux que nous soyons dans une situation où nous nous nuisons les uns les autres, comme Paul vient de dire aux Galates. Mordons-nous les uns les autres. Comme ça, nous allons nous anéantir mutuellement. Il y en a qui veulent ça, qui aiment ça. Et ceux-là, ils trouvent toutes sortes de subterfuges, d'arguments, soi-disant intellectuels, juridiques, philosophiques, en utilisant leur notoriété, tantôt universitaire, tantôt politique, pour montrer que, oui, la candidature unique. Qui a parlé de candidature unique? La loi est claire. Celui qui remplit la loi, il fait sa candidature. Autrement dit,
L'élection ne se joue pas sur des illusions de consensus. Seul celui qui remplit les conditions requises et qui fédère réellement peut prétendre briguer la magistrature suprême. Depuis 2018, une autre rengaine revient sans cesse, la fraude électorale. À chaque scrutin, l'opposition crie au scandale, brandit les preuves, appelle à la justice. Comme des fidèles qui dénoncent les injustices de ce monde, ils proclament leur indignation, mais restent prisonniers du même cycle infernal. Abel Elimbi Lobé, lui, a un regard plus dur. Il sait que dénoncer ne suffit pas, que pleurer sur son sort ne change rien. La foi sans les œuvres est morte, pourrait-il le rappeler. Dans le champ politique, se plaindre ne suffit pas, il faut des stratégies, des dispositifs de surveillance, une capacité réelle à contrer les manipulations électorales. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et tant que l'opposition camerounaise se contentera d'être un chœur de lamentation après chaque défaite, elle restera ce qu'elle est, un groupe de pèlerins perdus dans un désert électoral. Le pasteur Abel Elimbi Lobé prêche encore et encore, mais qu'il écoute vraiment. Les dirigeants se gargarisent. Ils accusent la fraude électorale qui est un échappatoire. Est-ce qu'il n'y a pas fraude? Est-ce que ça n'a pas d'impact? Est-ce qu'ils n'en sont pas victimes? Tu sais, quand tu parles de fraude avec moi, tu es en train de parler avec quelqu'un qui a annulé les élections. D'accord, raison de plus. J'ai annulé les élections en 2007. Raison de plus. J'ai participé dans le SDF. Donc vous êtes très bien... annulé les élections législatives. Vous êtes très bien placé pour confirmer que c'est un nous avait tapé à Vouri-Est à la majorité absolue. Nous avons rassemblé les preuves. Ce n'était pas du bavardage. D'accord. Il n'y avait pas encore le Conseil constitutionnel. C'était la Cour suprême agissant. Donc ceux qui parlent de fraude ne sont pas sur un vilain chemin. Ceux qui parlent de fraude, ils n'ont jamais mis sur la table les pièces à conviction. N'empêche. Si je me mets à dire partout que Dipita vole, j'ai la même crédibilité que celui qui a dit que Elimbi vole et il a fait condamner Elimbi au tribunal. D'accord. Moi, j'ai fait condamner le RDPC. On a annulé l'élection législative de 2007. Et nous sommes revenus, bien convoquer un nouveau corps électoral. Et nous avons tapé le RDPC. On est passé premier avec 49% des suffrages valablement exprimés. C'est comme ça que Nietzsche devient député pour la première fois. 2 sièges. Sur à Vouri-Est, qui a 4 sièges. Nous avons pris 2. Nietzsche et Nkembe. Aucun parti de l'opposition n'a présenté 50 listes. Déficit de ressources humaines? Déficit d'implantation. Tu mets une liste là où tu n'as pas de militants. Tu peux avoir les militants à Pouma, mais si tes militants ne se sentent pas solides, s'ils n'ont pas les moyens de payer une caution, s'ils n'ont pas les moyens de financer une campagne électorale, ils sont militants. Tu as un organe de base là-bas. Tu as une cellule ou, je ne sais pas, une section ou une sous-section. Mais tu as des militants qui n'ont pas les moyens. Résultat, quand l'élection législative arrive, eh bien, il y a la Sanaga maritime qui est une circonscription, mais ils ne partent pas. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, tu as une implantation, mais qui est une implantation de mauvaise qualité. Parce que quand on s'implante, on ne doit pas seulement s'implanter pour avoir l'effectif. Ça, c'est sûr. On doit s'implanter pour avoir ce qu'on appelle la ressource. Car dénoncer ne suffit pas. Il faut des représentants. Dans chaque bureau de vote, un maillage territorial infaillible, une présence qui ne laisse aucune marge de manœuvre à la tricherie. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. À l'approche de la présidentielle, l'opposition camerounaise ressemble à une église sans pasteur. Les alliances se font et se défont. Les stratégies se contredisent et l'illusion d'une candidature unique n'est fait plus illusion. Abel Elimbi Lobé, tel un Jean-Baptiste politique, prêche dans le désert. Il rappelle aux uns et aux autres que la politique n'est pas un miracle divin, mais un combat stratégique, que les lamentations sur la fraude
ne remplace pas l'organisation électorale, que l'unité n'est pas un slogan, mais un engagement réel. Mais viendra-t-il un jour où l'opposition cessera d'être une multitude de prophètes qui se disputent l'autel pour devenir une vraie force capable de challenger le pouvoir? L'histoire nous le dira, ou peut-être est-ce déjà écrit.